Voilà, alors il semble que tout le monde soit connecté. On attend encore un petit peu de monde, mais ils vont nous rejoindre d'ici quelques minutes à coup sûr. Eh bien, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de webinaire Silpo Consulting. Nous allons parler aujourd'hui d'amélioration continue au service de l'entrepôt, puisque, comme vous le savez, Silpo est un cabinet conseil en logistique et supply chain, et donc forcément, quand on discute et quand on organise des webinaires, on est sur la thématique de l'entrepôt, on est sur la thématique l'entrepôt d'usine, l'entrepôt de distribution. Et donc, on applique nos méthodologies sur ce type de bâtiment que vous avez sous les yeux. Alors, on est déjà sur un bâtiment et sur une organisation assez complexe. Euh, on n'a pas de taille minimum de nos clients. Notre plus petit client fait 15 personnes. On n'a même pas l'entrepôt d'ailleurs. Et donc, notre offre, le temps que tout le monde s'installe et arrive, notre offre donc, consiste à proposer donc, ce qu'on appelle des études ou des audits ou des études de faisabilité sur des activités existantes ou en partant d'une page blanche. Un audit, un client vient nous voir et nous dit, ben voilà, je ne sais pas trop, j'aimerais bien améliorer, il y a des choses qui ne fonctionnent pas en entrepôt, j'aimerais bien savoir où est-ce que je dois m'améliorer, donc on est plutôt en mode audit. Étude de faisabilité, un client a déjà un projet, il sait qu'il va avoir une augmentation d'activité, une intégration, une nouvelle ligne de production, un déménagement en vue, et donc il souhaite pouvoir comparer différents scénarios d'organisation, la plus manuelle à la plus automatisée, et donc on va faire appel à nos services. On vous accompagne également sur la partie mise en œuvre. Nous avons un outil donc, de simulation de flux qui permet de reproduire digitalement une activité de manière à pouvoir s'assurer et garantir l'efficacité d'un investissement ou s'assurer de l'optimisation d'une organisation. On traite forcément de système d'information puisque, je vais le redire dans le cadre de ce webinaire, pas de bon flux physique si pas de bon flux d'information. On traite des projets d'externalisation pour le compte donc, de prestataires logistiques pour répondre à des appels d'offres, mais aussi on s'est accompagné des donneurs d'ordre pour aller réaliser tout le processus de rédaction de cahier des charges, de lancement d'appels d'offres, de gestion, etc., jusqu'à quasiment le contrat et la mise en place d'indicateurs, forcément sur donc pour choisir le bon prestataire logistique. Et puis pour faire tout ça, on est allé chercher il y a quelques années maintenant la formation Calliope, puisque on considère et là aussi ça va toucher du doigt l'aspect amélioration continue. Et on a beau mettre la meilleure organisation possible en place chez un client, il faut que les collaborateurs soient formés et surtout qu'on leur rappelle les fondamentaux de manière à ce qu'on sache qu'est-ce qu'on doit attendre comme performance, comme niveau de performance et comment aller challenger une organisation qui est en place. Je vous ai tout à l'heure, entrepôt d'usine, entrepôt de distribution sur des sites en place ou sur au départ de page blanche avec de la logistique tant traditionnelle qu'automatisée. Ici, on est plutôt sur l'intralogistique. Notre offre, puisqu'on est combiné conseil et formation en logistique et supply chain, donc notre offre concerne également la supply chain avec tout ce qui va être analyse de processus. Là aussi, on va toucher dans l'amélioration continue cette notion d'analyse. Tout ce qui va être prévision de la demande, donc tout ce qui va être gestion de stock, niveau de stock, cette fois, approvisionnement ou lancement. Là aussi, l'impact sur les ERP, les systèmes d'information. Et là aussi, donc, une notion de formation. Et puis vous avez ici, voilà, le temps qu'il y ait encore quelques personnes qui se connectent, donc quelques-uns de nos clients, donc des plus gros aux plus petits, tout secteur d'activité, toute taille, qui nous emmène bien souvent dans des filiales également donc, à l'étranger. Et donc, ce soit donc des chargeurs, des industriels, de l'agroalimentaire, l'industrie automobile, la cosmétique, pharmacie. Et j'en passe évidemment, et des prestataires logistiques également, ainsi que donc euh, des, euh, des structures plus étatiques comme le Conseil de l'Europe, pour qui nous travaillons actuellement, le ministère des Armées, entre autres, l'Agence de développement économique de Bourgogne, l'AER, le Grand Chalon, entre autres. Le programme aujourd'hui, encore une fois, c'est un challenge de le tenir en 3/4 d'heure, c'est de parler de l'amélioration continue, et vous l'avez compris, donc au service de nos entreprises.
Alors, un sommaire qui devient assez classique, hein, une mise en situation, le contexte, qu'est-ce qu'on attend finalement et pourquoi on va essayer de mettre ces outils en place dans nos entrepôts. Essayer de donner une définition et surtout une méthode, voilà, comment est-ce qu'on applique et qu'est-ce qu'on va aller chercher donc en termes d'amélioration continue. Et donc une partie théorique évidemment, et on va essayer à travers des exemples qui est bien exploité sur WMS, je vous disais tout à l'heure, pas bon flux de physique, c'est pas bon flux d'information, et puis une application également sur des outils pour aller optimiser tout ce qui va être préparation de commandes avant de conclure ensemble sur le sujet du jour. Comme d'habitude, vous préparez vos questions et vous pouvez les saisir au fil de l'eau, donc avec le chat, l'outil chat, et puis donc je m'efforcerai d'y répondre en fin de session. Et si toutefois je n'ai pas la réponse, je me permettrai de vous recontacter à l'issue du webinaire pour vous transmettre ces éléments de réponse. Comme d'habitude, à l'issue du webinaire, vous recevrez un lien pour disposer donc du support et du replay. Et puis, donc, vous aurez nos coordonnées à la fin du document également. Mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà nos coordonnées. Alors, amélioration continue dans l'entrepôt. L'entrepôt, aujourd'hui, peut être considéré, ou il y a encore quelques années, était considéré comme un centre de coût, un coût d'infrastructure lié donc au stock, la notion, donc, ce qu'on appelle ici chez Sibco la photo, le bon stock disponible pour pouvoir servir le client dans les bonnes conditions de protection évidemment du stock. Et puis on a une deuxième grosse charge qui est le coût de main d'œuvre avec donc toute la partie flux. C'est ce qu'on appelle le film, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, tous les flux internes qui sont de plus en plus complexes, qui ont de plus en plus de valeur ajoutée, qui peut être aussi des flux de transformation. On parle d'entrepôt d'usine, on peut parler aussi d'alimentation, donc de sites de production et d'industrie. Voilà, donc ces deux notions, forcément, parlent à certains dirigeants en disant oui, mais l'entrepôt, c'est un coût. Oui, mais non, c'est aussi un centre de profit. Et on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer le profit de ces entrepôts à travers l'étude d'amélioration continue. Alors aujourd'hui, l'entrepôt est devenu une usine, une grosse boîte noire un peu complexe, où on a besoin d'augmenter la flexibilité, on a besoin d'augmenter la réactivité, et puis on a de plus en plus de complexité opérationnelle parce qu'on nous demande à faire de plus en plus de choses, de plus en plus d'éléments à valeur ajoutée, de plus en plus rapide, etc. Et donc on a besoin d'un équilibre dans nos entrepôts entre la maîtrise des coûts et le niveau de service. La maîtrise des coûts, on disait tout à l'heure, on est sur des organisations de plus en plus complexes. L'entrepôt aujourd'hui devient une ressource, c'est un centre de profit, c'est plus un centre de coût. Et puis on peut appliquer donc des activités donc de lean, mais il faut qu'on soit lean, amélioration continue en anglais, mais il faut quand même qu'on soit flexible malgré tout. Donc il peut y avoir un terrain glissant à essayer d'appliquer les deux. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Et puis le niveau de service, avec donc de plus en plus de valeurs ajoutées qui sont demandées par nos clients, avec la valeur qui est demandée de plus en plus tard sur le cycle de valeur ajoutée de l'ensemble de la chaîne, des attentes clients qui sont de plus en plus fortes, avec des notions maintenant également donc, de notation quand il s'agit du digital, quand il s'agit du e-commerce, et puis des conceptions de plus en plus minutieuses, parce qu'on se doit d'être vraiment très bon au niveau de l'entrepôt pour servir soit le client, soit donc externe, soit les clients internes, la production, des services de co-packing, de la sous-traitance, etc. Le risque de trop bien fonctionner, de tout bien faire fonctionner nos entrepôts, c'est un risque de surqualité. Voilà, on va faire exploser des coûts qui ne vont pas être rémunérés ni par les clients, ni en interne par la structure, ils ne vont pas forcément être valorisés. Et puis, donc, il y a un risque également à l'opposé de sous-qualité, où là, le risque, c'est plutôt de la perte de marché, de la perte de confiance,
et auquel cas on va travailler de manière très très tendue. Donc cet équilibre, hein, il faut qu'on le trouve dans notre fonctionnement, et des outils d'amélioration continue peuvent nous aider à un moment donné à trouver cet équilibre. Pourquoi on doit améliorer nos entrepôts? Parce que si on interroge un panel de directeurs logistiques, ils nous répondent que la première cible pour eux, c'est d'augmenter la satisfaction des clients. La deuxième cible, c'est plutôt de réduire les coûts. Et la troisième va être de maximiser l'efficacité des investissements existants. Donc, on est sur des organisations avec des fois des investissements qui peuvent être soit limités, soit qui ont déjà été faits et qui ont généré de la frustration parce qu'ils n'ont pas forcément bien été exploités, parce qu'ils ne répondent pas exactement aux attentes, etc. Et donc, cette notion d'amélioration continue va être une réponse possible pour l'amélioration, pour aller chercher la satisfaction client à moindre coût, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va on a des outils qui nous permettent donc de mener des analyses, et peut-être que quand on fait nous des études de faisabilité, on peut amener des solutions qui ne sont pas forcément directement vers des investissements, mais qui sont plutôt liées donc à de l'amélioration. Alors, la différence entre les deux, elle est claire. L'innovation prend l'ascenseur, l'amélioration continue, on prend l'escalier. On essaye d'aller au même endroit. Alors, l'ascenseur, en général, va un peu plus haut que l'escalier quand on fait de l'amélioration continue. Mais on va monter cet escalier marche par marche, on va gravir l'échelle et les améliorations, on va atteindre des paliers, et ça avec des investissements qui sont plus légers et qui apportent des bons résultats à court terme. Et quand on fait le fameux retour sur investissement, c'est en combien de temps j'amortis ce que j'ai investi. Comme l'investissement est faible, le retour est plutôt bon en général. Contrairement à l'innovation, où là, on va être plutôt sur des investissements lourds. Je vous invite à consulter sur notre page YouTube donc, des webinaires consacrés à tout ce qui va être automatisation, tout ce qui va être investissement dans l'entrepôt. Et donc, on est ici plutôt sur des investissements qui vont être lourds. Donc, on va plus vite. En tout cas, on va plus vite. Une fois qu'on a installé l'investissement, on va plus vite et peut-être plus haut. Par contre, on a un temps de mise en place de cet investissement, et peut-être que les deux finalement sont une bonne méthode. C'est le temps de gérer un projet d'innovation qui va chercher de l'automatisation, qui va chercher des produits ou des mécanismes, des processus innovants. Eh bien, on va pouvoir mettre en place des outils d'amélioration continue pour passer des paliers et ne pas être bloqué. Parce que si je me rends compte là maintenant que je suis bloqué et que je veux automatiser un flux, bah, le résultat va arriver dans 18, 24 mois, c'est trop tard, je vais être bloqué avant, je vais être obligé d'externaliser une partie de mes flux, etc. Donc peut-être que cet outil d'amélioration continue peut rentrer dans une démarche d'innovation, mais pour l'instant, on va se contenter d'être sur cette amélioration continue. Et puis voilà, pour la petite histoire, entre l'ascenseur et l'escalier, on peut avoir ces escalators donc, qui nous permettent aussi de progresser avec un investissement intermédiaire. Si on avait à définir l'amélioration continue, alors en français on parle d'amélioration continue, en anglais on dit de lean manufacturing, lean warehousing en ce qui nous concerne. Alors ça fait peur de parler de lean parce qu'on voit une batterie de consultants débarquer dans nos entrepôts, nous expliquer comment fonctionner, mettre des post-it partout sur les murs, mettre en place des plans d'action, des grilles de suivi, organiser des routines. Donc le terme lean fait peur. On parle d'amélioration continue, on dit ok, ben, on va s'améliorer de manière continue. Et c'est une philosophie, c'est un processus que je vous invite à mettre en place dans vos exploitations. L'idée, c'est vraiment d'avoir une méthode qui vise en permanence à améliorer les processus au sein et les services au sein d'une organisation. C'est-à-dire que on pense avoir les meilleures pratiques, et puis quand on creuse un petit peu, on dit bah, tiens, on pourrait s'améliorer ici, on pourrait s'améliorer là, on pourrait peut-être faire quelque chose ici. Et donc l'idée, c'est de commencer par une analyse, une observation, une photo. On prend une photo de l'existant. Alors évidemment, un des prérequis, c'est de maîtriser ces processus, c'est de les connaître, et c'est aussi d'identifier les besoins. On peut avoir des pratiques aujourd'hui dans un entrepôt
Est-ce qu'ils correspondent aux besoins? Est-ce qu'ils sont surdimensionnés par rapport aux besoins, sous-dimensionnés? Est-ce qu'il y a des tâches sans valeur ajoutée qu'on réalise pour aller donc, dans le cadre de ce processus pour répondre à nos besoins? Ça, c'est des questions qu'on va se poser, mais pour ça, il faut qu'on analyse, qu'on observe, qu'on mette en place une cartographie, et on va prendre quelques exemples justement d'analyse d'observation. On ne peut progresser que si on sait d'où l'on vient, autrement dit, on ne peut progresser que si on mesure l'activité. Ça peut être des mesures de temps, ça peut être des indicateurs. Un indicateur, là aussi, on a un webinaire qui est présent sur YouTube et qui permet de parler d'indicateurs, mais on peut avoir des indicateurs de suivi, on peut avoir des indicateurs de performance, on peut avoir des indicateurs contractuels. Donc, on va peut-être les utiliser, peut-être qu'on va mettre ponctuellement des indicateurs en place aussi liés à un plan d'action, justement pour aller quantifier et analyser et prendre une cartographie, une organisation et pouvoir positionner aujourd'hui un taux de satisfaction, des temps d'attente. Je suis dans ma machine, j'attends l'imprimante, j'attends qu'elle chauffe, etc. Combien de temps ça met, combien de fois par jour, etc. De manière à pouvoir quantifier ce qu'on appelle des tâches à non-valeur ajoutée, notamment. Grâce à cette observation, à cette quantification, on va aller chercher et on va aller identifier des potentiels. On va se comparer avec des bonnes pratiques, avec des données de base. On va essayer de simuler des évolutions d'organisation qui nous permettraient de supprimer ces tâches, d'améliorer l'organisation. Et donc, on va aller quantifier aussi un investissement qui va être restreint. Hein. N'oublions pas qu'on est en processus d'amélioration continue, ce qui n'empêche pas d'avoir des enveloppes d'investissement évidemment, mais on n'est pas sûr, encore une fois, des apports d'innovation à grand coût. L'idée, c'est vraiment comment est-ce que je m'améliore avec des moyens tout à fait raisonnables. On identifie ces potentiels et derrière, on va les planifier. C'est-à-dire qu'on va classer les priorités et on ne va pas amener toutes les actions de front. Hein. Je vous disais tout à l'heure, je parlais de murs entiers remplis de post-it, de graphes, etc. Non, il faut vraiment aller chercher. Alors, on va chercher ce qu'on appelle d'abord le quick win. C'est l'action qui va peut-être coûter la moins chère, mais qui va amener la meilleure, qui va être visible, qui va amener des opérations, la satisfaction des collaborateurs de rentrer dans cette démarche. Et donc, c'est quelque chose qui est un point qui est très important, c'est d'aller chercher, d'aller planifier, d'aller prioriser en fonction des enjeux. On est toujours à la recherche de la tangente, hein, c'est-à-dire que c'est la loi de Pareto dans nos articles, les 80-20, 80% du business qu'on fait avec 20% de nos produits. Mais si on n'avait pas 80% des autres produits, ben, peut-être qu'on ne vendrait pas ces 80% de chiffre d'affaires. Donc, on va en général avoir des grands pas d'amélioration et puis petit à petit, on va resserrer et puis petit à petit, on va atteindre une tangente et ça va devenir de plus en plus difficile d'aller chercher l'amélioration. Et pourtant, on recommence le cycle, on analyse, on observe et on va continuer à s'améliorer petit à petit. Il ne suffit pas de planifier, il faut agir, il faut contrôler. Hein. Ça, c'est le cycle PDCA qui va intervenir aussi. Hein. Plan, do, check, act, planifier, faire, vérifier, agir. Parce que on va d'abord planifier l'action, on va la mener, l'action, et puis on va vérifier deux choses. Est-ce que l'action que j'ai menée correspond à l'action que j'ai planifiée ? Première étape. Et est-ce que l'action que j'ai menée correspond ou répond finalement à la problématique que j'ai émise et la raison pour laquelle j'ai mené cette action. Donc double check, j'allais dire, un double contrôle sur ces actions. Et puis n'oublions pas un bon système de management de la qualité qu'on vient caler derrière cette roue de Deming, donc PDCA, et qui va nous garantir finalement cette notion d'amélioration continue, puisque l'idée c'est que si je fais une amélioration, ça ne vient pas dégrader ce que j'ai fait. Et donc, on est dans cette démarche d'analyse, de quantification, de plan d'action et de suivi. Et donc, évidemment, c'est beau comme ça sur le papier, mais ça demande quand même certains efforts et certains outils qu'on va appliquer. Cette méthode, on va avoir plusieurs manières de la conduire, des manières qui sont bonnes et des manières qui sont moins bonnes. Je vous laisse identifier lesquelles. On a le process top-down, c'est la direction générale qui explique au terrain comment faire.
Bon. On a le process bottom-up, c'est plutôt le terrain qui va remonter et alimenter les actions. C'est le principe, hein, évidemment, de l'amélioration continue, hein, puisque personne n'est mieux placé que de donner des axes d'amélioration sur son propre outil de travail, sur sa propre organisation. Et donc, bien souvent, et bien trop souvent, malheureusement, les idées qui remontent du terrain restent un petit peu sans suite et ne sont pas capitalisées. Et c'est un petit peu dommage. Et puis, on a un processus combiné, c'est-à-dire que les processus, on rejoint donc la partie d'axe stratégique avec les priorités, l'amélioration continue. Et donc, on y va de pair et ensemble, et c'est un travail d'équipe que l'amélioration continue. Et donc, voilà, sans donner mon avis, sans vous influencer, je pense que c'est une bonne chose que d'avoir cet équilibre entre donc, le top-down et le bottom. Et encore une fois, l'idée, c'est ce qu'on appelle le Scrum en termes de programmation. C'est au lieu de prendre un gros sujet, une grosse action qui va en impliquer plein d'autres, on va faire des petits bouts d'action les uns derrière les autres qui vont faire progresser, encore une fois, cette cale qui va nous permettre d'éviter de rétrograder et donc d'avoir ce qu'on appelle des régressions, hein, quand on fait des aménagements ou des évolutions de systèmes d'information. On va faire ce qu'on appelle les tests de non-régression pour vérifier que les développements, les mises en place qu'on avait fait avant sur des éditions de VL, sur du paramétrage d'outils, que la nouvelle version ne vienne pas écraser ce qu'on avait fait. Et bien, c'est complètement ça. Ici, on va faire des petites étapes, les unes derrière les autres, qui vont nous permettre d'avancer progressivement. Et le fait de réduire ces pas de progrès va nous permettre aussi, si ça ne marche pas, de savoir identifier clairement où est-ce que ça ne marche pas parce que j'ai mené une action et j'en ai pas mené 10 et laquelle des 10 a pu perturber finalement l'action principale que je voulais mener. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire finalement ces petits pas d'action. Si on applique donc à l'entrepôt, hein, toujours cette notion d'amélioration continue et qu'on regarde la méthodologie, on va avoir 5 étapes et 5 critères finalement qui vont être concernés par notre démarche. Le premier, c'est de définir cette valeur, identifier la valeur. J'ai toujours un client interne, client externe, mais j'ai toujours un client. Qu'est-ce que le client est prêt à payer et pourquoi il est prêt à payer? Quelle valeur il va me donner? Parce que si je mets des tasses en porcelaine dans une machine à café ou si je mets des gobelets en carton, pourquoi le client paye? Pour boire un café, ok, d'accord. Si on ajoute ici un enjeu RSE, ça peut peut-être faire inverser la tendance et le résultat. Mais en tout cas, c'est pourquoi, qu'est-ce que le client est prêt à payer dans sa valeur quand je fais un prix, quand je détermine dans un budget que l'activité logistique de telle usine, de telle entreprise vaut tant de millions d'euros, centaines de milliers d'euros. Voilà, écoutez, voilà ce que ça vaut et voilà ce pourquoi donc, le client est prêt à payer. Ensuite, on va identifier ce qu'on appelle le flux de valeur. Le flux, c'est l'ensemble d'activités qui sont menées sur les entrées pour donner un produit, service au client. Flux physique, flux d'information. C'est ce que j'apporte, c'est la chaîne de valeur. Qu'est-ce que j'apporte moi comme valeur dans mon environnement? Encore une fois, on va considérer que l'entrepôt est un centre de profit et n'est plus un centre de coût. Tout au moins, il va être un centre de service. Ensuite, l'idée, c'est d'aller supprimer les gaspillages, donc de faciliter les flux, donc identifier tout ce qu'on fait et qui n'est pas nécessaire. Est-ce que j'ai trop de déchets? Est-ce que j'ai du temps perdu? Est-ce que finalement, j'ai des niveaux de stock qui ne me permettent pas de poursuivre mon activité parce que j'ai du stock qui dort partout dans mon entrepôt, etc. Donc tout ça, ça a un impact forcément sur les coûts de structure, sur les coûts de main-d'œuvre. Donc, on va traiter toutes ces problématiques. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un flux tiré. On va tout attacher au client. Pourquoi? Parce que on sait que aujourd'hui, malgré l'intelligence artificielle qui nous amène des progrès dans les prévisions de vente, on n'est pas à l'abri que un jour il fasse beau, le lendemain il pleut, puis à nouveau il fait beau, puis à nouveau il pleut. Et mon plan de production sur mes merguez, mon fromage, mes parapluies, mes parasols peut être perturbé en termes de vente.
Et est-ce que je dois avoir un stock des deux? Est-ce que un gros stock? Est-ce que je dois être prêt, etc. Donc, il y a une notion de flexibilité à avoir qui est importante. Et on va axer sur la flexibilité. Voilà, on est dans un processus où on peut avoir tendance à dire le lean va nous faire diminuer tous nos coûts superflus, les gaspillages, etc. Et donc, on va avoir un stock minimum du flux tiré. Attention, il faut qu'on reste flexible, donc il ne faut pas être extrémiste dans l'organisation et les décisions qu'on va prendre. Et l'idée, c'est d'aller chercher la perfection, l'excellence, la confiance finalement du client. On élimine le plus possible le gaspillage, on apporte de la valeur au client et donc on rentre dans cette démarche d'amélioration continue puisque, encore une fois, on est encore sur un cycle, on recherche cette perfection et on identifie la valeur et on dessine la chaîne de valeur, etc. Et donc c'est un cycle qui est continu, comme son nom l'indique, l'amélioration continue. Alors, on a l'habitude de parler MUDA, vous avez très certainement déjà entendu parler de ces termes, hein, donc, qui sont finalement ces notions de gaspillage, et on a l'habitude de les traiter plutôt sur des flux de production. Si on les applique à des flux d'entrepôt, à des flux logistiques, on peut avoir la notion de surproduction, donc de stock excédentaire, on peut avoir des notions de temps d'attente sur les process, des contrôles inutiles, répétitifs, qui vont générer justement cette notion de surqualité, des déplacements de produits inutiles. On verra comment est-ce qu'on peut essayer de limiter au maximum ce qu'on appelle le cross-dock. Hein. Donc, je rentre un flux dans un entrepôt, je le stocke et 10 minutes après, j'ai un préparateur qui va récupérer la marchandise pour la mettre sur un cas de préparation. Comment est-ce qu'on peut éviter ça? Déplacement de personnes inutiles, donc on a le produit et on a les personnes aussi. Contrôler donc des inventaires qui sont des fois imprécis. Hein. On sait ce que c'est qu'un inventaire général qui vient plus détruire un stock qu'autre chose parce qu'on a eu besoin d'une équipe assez conséquente pendant X jours pour tout compter. Et donc, on a fait appel à des gens qui connaissent pas forcément les produits, qui peuvent générer des erreurs de saisie, etc. Et on se retrouve à la fin, à l'issue, avec un stock qui est plus déconnante, hein, pardonnez-moi l'expression, qu'avant l'inventaire. On peut avoir des erreurs ou des dommages causés. Hein, ben voilà, l'erreur de préparation, l'inversion, le dévoyé. Voilà, comment est-ce qu'on limite ça également. Et puis donc, le 8e point qu'on oublie trop facilement, c'est cette notion, et j'en parlais tout à l'heure, des idées que peuvent avoir les opérateurs sur leur poste de travail. C'est cette créativité qui est inexploitée par les collaborateurs et parce qu'on prend pas forcément, on n'est pas suffisamment à l'écoute des gens qui réalisent les missions sur le terrain et qui ont des idées pour améliorer leur propre quotidien. Alors l'état des lieux qu'on va faire va pas uniquement concerner les flux de production ou les déplacements de produits. On va s'atteler donc avec des différentes thématiques à approcher. Donc sur la partie ressources humaines, la qualification, la formation des collaborateurs, l'organisation, l'évaluation, l'organigramme, les définitions de fonctions. Tout ça, ça rentre dans un périmètre qui est important parce que c'est du papier, mais c'est du papier qui définit les missions de chaque collaborateur et qui évite soit qu'il y ait deux personnes qui fassent la même chose, soit qu'il y ait personne qui procèdent à des contrôles ou à des missions bien spécifiques. Les processus avec la cartographie hein, qui peuvent donc détecter les problèmes, les activités sans valeur ajoutée. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à évoquer en début de webinaire. La partie, donc les layouts, implantation, hein, l'équilibre des surfaces, est-ce que j'ai assez de surface pour travailler? Est-ce que, bah oui, on m'a demandé de prendre plus de stock, on a mis du stock partout, mais du coup, tout le monde se croit, il y a la suractivité, il y a des risques d'accidentologie, des choses comme ça donc, qui arrivent. Donc, et ça fait partie évidemment des processus d'amélioration continue qu'il faut qu'on aborde quand on fait notre démarche.
Les relations donc, et le collaboratif, hein, communiquer en interne, en externe, etc. Donc ça c'est important aussi, tout ce circuit d'information. Et puis la qualité, la précision des travaux qui vient garantir finalement et limiter les risques d'erreur. La première valeur ajoutée d'un entrepôt reste la main-d'œuvre. On a beau, quand bien même on va automatiser certains flux, on est toujours sur des flux qui sont concernés par de la main-d'œuvre. Et donc, si on reprend un peu le plan qui a été évoqué tout à l'heure, il faut avoir une clarté des tâches, des responsabilités, les procédures de travail, les formations, donc l'implication dans cette démarche d'amélioration continue, les systèmes de récompense. Alors, je ne vais pas faire l'ingérence dans vos organisations, mais c'est quelque chose qui est aussi capital. Et quand on parle donc de main-d'œuvre, pourquoi on en parle? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est quasiment à 75% des coûts d'un entrepôt qui sont concernés par les opérations de réception et de préparation de commande. Ça veut dire que ces deux gros postes-là, préparation de commande, on va prendre l'exemple en fin de webinaire tout à l'heure, préparation de commande, réception, sont des coûts qui occupent le plus de personnes dans nos entrepôts. Et donc, ce sont, quand on parle de priorisation d'action, c'est peut-être des choses qu'il faut qu'on cible, parce que préparation, c'est la productivité, c'est des risques d'erreur de préparation, c'est des risques de casse. Et donc, on va forcément s'atteler à cette section de l'entreprise. Une autre valeur et un autre outil qui va permettre d'aller justement mener cette opération d'amélioration continue, c'est vraiment la cartographie des flux pour aller identifier ce qu'on fait sans valeur. La non-valeur ajoutée dans une organisation qui est parfois transparente, hein, mais c'est quelque chose qui est capital. On va voir tout à l'heure reparler de prise de temps, de chronométrage et autres. Aujourd'hui, on peut avoir des tâches qui sont sans valeur ou qui génèrent des temps d'attente, des attentes de chargement, des attentes de documents, des attentes liées à des systèmes d'information, etc. Et donc, on va aller chercher donc différentes cartographies et puis identifier quelles sont les tâches justement qui n'ont pas de valeur ajoutée. On va comparer l'organisation, on va indiquer de manière très précise sur un logigramme, sur un organigramme, quelles sont les tâches, quels sont les cas où, dans quel pourcentage ça va bien, dans quel pourcentage ça va pas bien, et analyser pourquoi ça va pas bien. Arbre des causes, etc. Quel impact, comment est-ce qu'on peut faire? J'ai souvenir en début de carrière d'une responsable d'exploitation qui, tous les matins, pointait donc des documents donc, de préparation par rapport à ce qui était affiché sur l'écran. Quand je lui ai demandé s'il y avait souvent des erreurs, elle me disait non, j'en ai jamais trouvé. Malgré tout, elle continuait à faire son contrôle et de l'autre côté de la porte sur le quai, il y avait 15 préparateurs qui attendaient les documents de préparation pour commencer leur journée. Et donc ça, typiquement, c'est du gaspillage, c'est de la surqualité et c'est quelque chose qui aurait permis de gagner plus ou moins un opérateur facilement sur la journée. Et donc ça fait partie des choses qu'on va pouvoir identifier quand on fait une démarche d'amélioration. Donc on découpe des activités et on prend des temps avec valeur ajoutée, sans valeur ajoutée, on va bien les distinguer. Voilà, par rapport à un processus, détection d'erreurs, même l'erreur interne. Hein, pourquoi on a fait l'erreur interne? C'est pas grave, de toute façon, on identifie avant que la marchandise parte en expédition. Ben non, parce qu'on aura eu un traitement justement avant où on aura repris une palette, remis les produits en stock, aller chercher les autres, essayer d'expliquer, etc. Donc tout ça, il faut qu'on puisse, avec ces outils d'analyse, identifier là où on peut gagner en temps, en pourcentage d'anomalie, et puis donc ce cumul de temps sans valeur ajoutée qui, là aussi, peut présenter un coût d'entrepôt. Aujourd'hui, si on va chercher l'automatisation d'entrepôt, c'est qu'on a du mal à recruter, c'est qu'on a une pénurie de collaborateurs. Donc, essayons d'être efficient avec nos collaborateurs, d'être le plus efficace possible et d'améliorer la productivité de manière à pouvoir éviter aussi de faire appel à trop de ressources. Et donc, ce système de VSM, de schéma des flux, va nous permettre petit à petit
de transformer et de dire, ben voilà, j'ai des temps sur un cycle logistique, sur un cycle supply chain, au sein d'un entrepôt, au sein d'une organisation multi-entrepôt. Qu'est-ce que je peux gagner en termes de temps, en termes de lead time, etc. Ces temps, cette productivité, ces lead time, ben voilà, c'est vraiment cette notion d'identification, de mesure pour mieux se connaître et pour mieux s'améliorer. Disposer d'une base de comparaison pour quantifier, pour se comparer, pour voir où est-ce qu'on progresse, où est-ce qu'on s'aggrave par rapport aux décisions qu'on a pu prendre et au contrôle. Contrôler, améliorer l'efficacité des ressources employées, améliorer la qualité du service, donc contrôler les coûts, fixer les objectifs, tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui va qui va être nécessaire. Hein. On va mesurer des temps, on va mesurer des indicateurs, de l'efficacité, etc. On va regarder, on va travailler derrière sur la productivité, les méthodes, l'ergonomie du travail, les systèmes de récompense, la manière dont on vient valider une opération sur le quai, sur un terrain. Est-ce qu'on appuie sur un bouton et il y a une information qui remonte en temps réel, ou est-ce qu'on coche un papier, que ce papier est entassé sur un bureau, que le papier est mis sur le bureau du responsable le soir, qu'il le traite le lendemain matin s'il n'a pas réunion, de manière à pouvoir mettre en adéquation l'ensemble de ces informations. Et finalement, on peut avoir perdu 24 heures entre j'ai fini mon opération et je peux passer à la suivante. Et 24 heures, ça veut dire 24 heures d'immobilisation, ça veut dire 24 heures d'occupation de surface de quai, 24 heures où on ne va pas facturer un client, 24 heures pendant lesquelles on va tourner autour des produits et puis on va chercher de la place pour les autres. Et donc tout ça, c'est des petites choses, mais qui sont importantes et sur lesquelles on doit pouvoir calculer l'impact d'une efficacité, d'un bénéfice si on supprime ces tâches-là. On a ici, par exemple, basé sur les statistiques, hein, des notions de productivité en ligne par heure en fonction d'un nombre de lignes et de commandes. Donc, on sait qu'entre 1 et 6 lignes de commandes, on va en traiter 16 à l'heure. Entre 6 et 15, 28 à l'heure. Entre 16 et 30 lignes par commande, on va traiter 40 à l'heure. Entre 31 et 45, 49 lignes à l'heure, etc. Donc, on a un cycle ici qui est progressif et donc avec une jolie équation qu'on voit ici. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se doit de respecter ces notions de productivité, qu'on doit être dans les clous par rapport à ça. Et ce qu'on voit aussi et ce qu'on constate souvent, c'est que quand on a des gros niveaux d'activité, tout le monde se donne à fond et on avance et on atteint nos objectifs. Et puis finalement, quand on a une réduction d'activité, on y va un peu plus cool et puis finalement on a une moins bonne productivité et puis on a plus d'erreurs de préparation et ça malheureusement c'est des choses qui arrivent et qu'on constate sur notre terrain. Et donc on va analyser, on va quantifier, on va mesurer ces notions de productivité et derrière on va établir dans ce qu'on appelle des productivités standards et on va essayer d'aller analyser des écarts par rapport à ces activités standards en disant qu'est-ce que je fais qui est productif, valeur ajoutée, qu'est-ce que fait qui est non productif, donc non valeur ajoutée. Le prélèvement, les voyages, la vérification de la commande, la prise en charge de la commande, etc. Tout ça, c'est des actions qui sont productives. Je perds du temps parce que j'ai la coactivité, parce que j'ai des manquants, parce que j'ai pas de chariot. Non, il a pris pour la réception. Voilà, qu'est-ce que je fais? Ou j'ai des coupures de Wi-Fi, etc. Tout ça, ce sont des sources qui sont analysées, qui peuvent paraître des sources anodines et simples, mais qu'il faut analyser quand on fait l'amélioration continue. Je vous parlais tout à l'heure de réduction donc, de temps de déplacement de produits et de temps de déplacement de personnes. Eh bien aujourd'hui, si on peut avoir une information sur un quai qui nous dit que la marchandise que je suis en train de réceptionner est concernée ou va être concernée par une préparation pour tel client ou qu'elle est déjà attendue parce qu'elle était en rupture, etc. Eh bien, si on peut transmettre cette information en réception, ça veut dire qu'on met directement le produit sur le quai de préparation ou dans une zone clairement identifiée. Et donc, on fait des économies de temps, de surface, et puis donc on amène de l'efficacité et de la productivité à nos collaborateurs.
Et donc, on a des outils, des instruments qui nous permettent d'identifier les cartographies, les diagrammes de Pareto, les classes ABC, les classes de rotation, hein, l'analyse de la cartographie, de ce qu'on appelle le front to chart. J'analyse tous les flux de leur point de départ jusqu'à leur point d'arrivée, je les quantifie et puis je regarde. Et donc, tout ça, il faut qu'on puisse aller chercher l'optimisation de manière à pouvoir respecter les temps, la préparation à l'heure où le camion arrive, etc. et avoir quelque chose des systèmes donc, les plus homogènes possibles en termes d'organisation. Et donc, on a tout un tas d'outils, dont certains sont présentés ici. Donc, voilà, le diagramme de flux, le fameux from-to, avec des postes voilà, de pesée, d'échantillonnage, etc., avec donc une partie donc, de croisement de flux, avec une partie de classe de diagramme de Pareto, etc. Donc tout ça sont des outils qu'on va utiliser pour analyser et pour, en partant d'un existant, ici ce sont bien des concepts existants, dire bah, qu'est-ce qu'on fait demain pour éviter et pour limiter tous ces croisements de flux, pour limiter toutes ces coactivités et pour être le plus efficace possible. Une des pistes pour être le plus efficace possible, évidemment, c'est le WMS, notre système d'information d'entrepôt ou Warehouse Management System. Mais il ne fait pas tout. Le WMS fait partie, et l'homme aussi fait partie donc, du système d'information. Un WMS sans homme, il ne fait rien. Un homme sans WMS, il peut faire, mais moins vite, moins bien, etc. Et donc, on a besoin de communiquer entre les deux, et donc on va développer ce qu'on appelle une interface homme-machine entre les deux, entre le système de pilotage et ce qu'on appelle le système opérant. Notre système d'information, lui, va capitaliser l'information, montante ou descendante, la transformer, la mettre à disposition de la bonne personne. Il faut la bonne information à la bonne personne au bon moment. C'est la logistique au final. Et donc, il faut aller chercher l'optimisation du paramétrage de nos WMS parce que, encore une fois, pas de bon flux d'information, pas de bon flux physique si pas de bon flux d'information. Et donc, en termes de gestion de carte magasin, de fiches articles, avec, on va le voir après, donc la partie conditionnement, le FIFO, les règles de gestion, les contraintes, les étiquetages, etc. Tout ça, on doit pouvoir le maîtriser. Là aussi, on a une importance de formation des effectifs. On peut être très bien formé sur un WMS si on ne connaît pas, parce qu'on vient d'un autre service, si on ne connaît pas les fondamentaux du métier, on n'ira jamais chercher le paramétrage optimum ou on n'ira jamais chercher la performance supplémentaire attendue dans une organisation et on n'ira jamais demander un développement à nos amis informaticiens de manière à pouvoir augmenter notre productivité et améliorer notre quotidien. L'idée d'un système d'information, c'est bien de pouvoir automatiser un maximum de tâches pour gagner du temps en termes de matière grise pour s'occuper de là où on a des difficultés et pourquoi pas d'une démarche d'amélioration continue. On prend l'exemple de la fiche article, elle est peu orientée logistique. Pourquoi? Parce qu'elle est issue d'un ERP, que pour démarrer l'activité, moi, il fallait juste le poids, ça me suffisait, le poids, la référence, et puis un code EAN, et puis c'est tout. Donc, j'avais pas forcément besoin d'aller chercher tout ce qui va être palettisation, conditionnement, par combien des produits, j'avais pas forcément besoin de tout ça. Et quand on arrive et qu'on veut faire une analyse d'implantation et qu'on veut faire travailler de la donnée, on a du mal parce que cette donnée, elle est manquante ou elle n'est pas bonne, elle n'est pas bien saisie. Et donc, il est important que nos logiciels soient le plus à jour possible. On a aujourd'hui des nouveaux métiers qui arrivent, enfin, quand je dis nouveau, ça fait déjà quelques années que je dis nouveau, des métiers qui sont donc des data managers qui vérifient les paramétrages de nos outils, de nos systèmes d'information, et de manière à aller chercher donc cette efficience, cette efficacité en termes d'outils. Et donc, alors comme je vois l'heure qui passe très vite, on a cet exemple ici où on prend donc, j'ai travaillé en début de carrière là aussi sur l'activité donc de pile, donc je connais bien l'exemple où donc on va parler donc d'unité consommateur, mais on n'achète jamais les piles à l'unité, ou sauf les piles de notre vol peut-être, ou l'unité du consommateur égale l'unité des ventes. Sinon, on est plutôt par 2, par 4, voire plus. Et donc, ces blisters de 4 piles, on va les mettre dans les petits cartons, même dans les gros cartons, même sur des couches, même sur des palettes. Et donc, un bon paramétrage ici, avec des bons poids associés, des bonnes dimensions, va nous permettre d'aller vraiment dissocier différentes zones de l'entrepôt, d'aller optimiser aussi et d'offrir la bonne
la bonne configuration préparateur pour gagner du temps en termes de préparation, éviter qu'ils aient leur calculatrice sur eux. Et puis, peut-être aussi à un moment donné, si j'ai des palettes de 500 j'ai besoin de 450, ne pas passer au picking pour reconstituer 450 palettes, mais prendre une palette de 500 et puis donc enlever 50 unités sur la palette pour servir. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler. On a forcément, nos WMS ont un rôle important à jouer dans l'optimisation et l'amélioration du fonctionnement du processus. Pour autant, on ne doit pas être esclave du WMS et faire exactement ce que nous disent nos consultants informatiques sur le sujet. Et donc, si on a de la bonne database, une bonne bibliothèque de données qui est fiable et qui est complète, en plus, on va pouvoir aller échanger, alimenter l'information ou intégrer l'information avec des outils de l'industrie 4.0 ou avec différentes briques d'informations complémentaires de WMS sur la gestion des quais, sur la gestion de palettisation et d'autres API qui peuvent aujourd'hui arriver en nombre et qui amènent de l'efficacité dans nos organisations. Et ça va nous permettre derrière d'aller nous améliorer en termes d'unité de manutention, de capacité, de stockage et de paramétrage d'outils et d'avoir les bons produits au bon endroit en fonction d'une classe de rotation, en fonction de leur dimension, de caractéristiques physiques, de poids, de classe de danger ou de spécificité de stockage, de manière derrière à aller chercher l'optimisation de la surface. On parlait donc coût main-d'œuvre et coût structure ou infrastructure. On est pleinement dans le coût d'infrastructure aujourd'hui où on peut être dans des situations d'amélioration continue où on va chercher de la place pour répondre à une croissance de clients. Et ce serait dommage d'aller chercher un entrepôt supplémentaire ou d'aller chercher de la surface ailleurs ou en prestataire si à un moment donné, on est capable de refaire de la place et de se redonner un poumon d'oxygène à travers l'amélioration continue au sein d'un entrepôt. Alors, on parlait tout à l'heure, il y a quelques secondes, de ces coûts d'infrastructure, ces coûts main-d'œuvre. Si on parle de coûts main-d'œuvre et de productivité, donc on a ici un outil qu'on voulait partager avec vous qui s'appelle le COI, le Cube Per Order Index, et qui va permettre de revoir, de réviser la bonne vieille implantation picking de nos produits en termes de préparation commande. C'est un outil qu'on souhaite partager parce qu'il est très peu utilisé. Quand on fait des chemins de préparation, on a des contraintes de fragilité, de poids, de classe de rotation et bien souvent on va se mettre toutes les fortes rotations en tête de rack très accessibles et sans forcément se rendre compte qu'on génère la coactivité puisqu'on emmène tous nos préparateurs au même endroit pour faire la préparation et qui plus est, donc comme on est tous dans le même ordre de palettisation, on va tous chercher les produits lourds et pas fragiles et finir en premier puis finir par les produits légers et fragiles. Et bien, tout le monde va dans le même ordre dans la prête et finalement on va aller générer donc une suractivité ponctuelle dans certains emplacements. Cet outil, le COI, va nous permettre d'aller calculer un volume occupé par rapport à une demande du produit. C'est un outil qui va vraiment répondre à ces problématiques d'implantation. Pourquoi? Parce qu'il va distiller de manière assez régulière dans l'entrepôt des emplacements pour l'occupation des produits. Et donc, on va aller chercher, donc on va donner des critères, hein, donc un critère qui est forcément chiffré à ces différents emplacements et à ces différents produits, de manière à pouvoir aller identifier une implantation type des produits au sein d'un entrepôt, au sein d'une organisation et de rack et d'emplacement picking. Et donc, on va avoir ici, avec un indice, en vert, c'est le grand nombre de prélèvements, en rouge-orange, c'est donc les prélèvements les plus faibles, et donc on va distiller du vert, du orange, du rouge, etc., de manière à pouvoir aller mixer ces produits, encore une fois, en fonction de deux critères, l'encombrement et donc la classe de rotation. Et donc, cet outil va nous permettre un gain assez conséquent de productivité, puisqu'il va nous permettre d'aller distiller encore une fois nos articles en fonction de ces critères. Alors c'est difficile comme ça
juste sur de la théorie de vous convaincre sur l'efficacité de la méthode, mais prenez cette méthode, essayez de l'appliquer sur une partie de vos articles et regardez ce que ça fait. Et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus, puisqu'on a donc des colonnes ici à taux de prélèvement élevé entraînant un poids unitaire élevé, avec des choses préférables donc, de déconcentrer justement, parce que sinon ça va générer donc, la suractivité d'opérateurs. Et donc ça c'est en général un état standard, un entrepôt standard. Et puis derrière on va amener une méthodologie donc, qui va nous proposer de disperser ces produits et de manière à derrière aussi générer, parce que la conséquence n'est pas uniquement sur le stockage, mais elle va être bien sûr sur les chemins de préparation, sur la manière d'organiser nos pics. Et donc on évite les embouteillages en début de cycle, on disperse un petit peu donc, les équipes, et puis donc dans la première partie de la figure, ça c'est le résultat par rapport à des adresses de prélèvement, et ben on va faire du bloc à bloc. Et donc, on va réussir à gagner la productivité et de la sérénité en termes de préparation de commande. Et derrière, on va se positionner évidemment par rapport à comment est-ce que je monte ma palette. Hein, donc, je disais, les produits lourds en bas, les produits légers plus en hauteur. Et donc, on va avoir plusieurs méthodologies de préparation de commande. La préparation transverse, je monte dans une allée de rack et je fais la préparation aussi bien à droite qu'à gauche. L'aller-retour, c'est je rentre côté gauche, je ressors côté droit. Vous avez donc les midpoints, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je rentre par les deux côtés, je vais jusqu'au milieu des racks et je fais demi-tour entre-temps. Et puis vous avez donc des S, largest gap, où on va faire un S, et donc on va prendre une allée de préparation sur deux. Mais ça implique aussi en termes de préparation, de dire ben, je dois consolider après le produit parce que ben, je ne passe pas devant tous les emplacements. Et donc on va avoir plusieurs schématisations. Et donc si on prend 13 lignes parties au hasard, on va se rendre compte que le parcours transversal est plutôt, dans notre cas ici, meilleur que le parcours retour, que le parcours largeur gap retour, avec 192 mètres parcourus par un opérateur contre 268, 226. Et donc là, c'est à la fois l'effet donc de ce calcul de COI qui va être bénéfique, et donc à la fois donc cette manière de faire circuler. Encore une fois, il faut également que le WMS soit compatible avec cette organisation, et donc on va pouvoir faire circuler ton flux ici, donc et gagner en productivité par rapport à nos préparateurs. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, on a des outils de simulation de flux qui nous permettent, nous, d'aller digitaliser une organisation et de regarder ce qui se passe au fil de l'eau. Et vous avez ici donc un outil qui fait donc l'équivalent de la thermographie, hein, quand on prend une photo d'un boîtier électronique pour voir s'il n'y a pas de surchauffe. Eh bien, au fil de l'avancée de la journée, on voit si nos préparateurs sont plutôt isolé entre guillemets, hein, donc on est plutôt sur des points verts, ou si au contraire il y a une surcharge d'opérateurs sur la journée, et ici on voit que on a une implantation qui génère une surcharge dans la première allée, là-bas tout au fond, et il y a quelques points rouges qu'il faudrait qu'on traite, et puis il y a des points sur lesquels on ne va jamais. Et donc cet outil nous permet aussi de faire des simulations sur des préparateurs, et donc de lancer des schémas d'organisation et de rendement et de préparation picking, de rendement de picking, donc de pouvoir ici, à l'issue, à la fois vérifier s'il n'y a pas eu de coactivité dans la journée. C'est un outil qui va générer aussi, qui va calculer des temps liés donc justement à cette suractivité, des temps d'attente. J'ai deux préparateurs qui sont devant un picking, le premier est en train de prélever, le deuxième attend, le troisième et le quatrième attendent derrière, et pendant ce temps-là, ils ne font rien parce qu'ils doivent aller respecter un schéma de préparation bien spécifique. Et donc, cet outil nous permet vraiment, sans déranger les collaborateurs, sans déranger, sans faire des modifications de picking tous les matins ou sans sortir la caisse à outils, d'aller vérifier qu'on va mettre en place, on va implanter sur la base d'une journée type, donc la meilleure implantation possible qui va être efficiente. Donc, réduire les risques d'accidentologie et puis donc améliorer la productivité de nos opérations.
Et donc, pour améliorer cette productivité, donc, des outils donc, tels que le COI, de l'amélioration de l'affichage, hein, c'est quelque chose qui est important. Est-ce qu'on est sûr, quand on est devant un produit, d'ouvrir un colis pour prendre une boîte à l'intérieur, ou est-ce qu'on prend tout le colis, donc qui peut générer des erreurs, des anomalies, etc. Le type de chemin de picking, tout ça, c'est des outils qui vont nous permettre de gagner du temps, la synchronisation de l'approvisionnement, l'anticipation, le prélèvement par vague, ou au contraire, donc, tout ce qui va être pick and pack, ou la mise en place de murs de préparation, par exemple, qui sont des investissements qui ne sont pas excessifs aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le pick to light ou le pick to light. Voilà, donc tout ça, c'est des outils qui peuvent venir améliorer de manière assez considérable à la fois la productivité et à la fois la qualité de la préparation des commandes. Et puis donc d'autres avantages, donc le trajet plus court, l'amélioration de l'ergonomie, gestes de posture, de la productivité, tout ça, ce sont des éléments qui rentrent forcément en compte dans les outils d'amélioration continue. Et si on est sur les gestes de posture, il y a des choses aujourd'hui qui sont intéressantes, puisqu'on peut aller chercher aussi des aides de la part des institutions pour amener des améliorations de conditions de travail dans nos entrepôts. Et c'est quelque chose qui est non négligeable quand on parle d'amélioration continue, donc à moindre coût pour mettre en place des axes de progrès dans nos entreprises. Voilà, alors j'aurais bien passé l'après-midi à vous donner des exemples, mais on arrive à la fin déjà de l'heure de ce webinaire. On est donc, on est forcément sur une méthodologie qu'il faut appliquer, sur laquelle il faut s'entraîner, sur laquelle on doit avoir des réflexes, puisqu'encore une fois, on parle d'amélioration continue, donc en permanence, progression en permanence. Donc, il faut une méthodologie, il faut s'accorder du temps pour le faire, puisque quand on a un guidon, c'est difficile de prendre le temps de mener cette méthode. Il faut qu'on prenne du recul, parce que c'est difficile aussi de remettre en cause un processus. On a toujours fait comme ça, donc pourquoi est-ce qu'on ferait autrement? Puis je vois vraiment pas comment je pourrais faire autrement. Un apport d'expérience, donc il faut vraiment emmener cette équipe d'amélioration continue, et je ne saurais trop que vous conseiller que de faire appel à un cabinet comme Synco pour vous aider à mettre en place cette démarche, évidemment. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des projets, des interrogations, des besoins de renseignements complémentaires par rapport à tout ce que j'ai pu échanger avec vous, eh bien, consultez-nous, appelez-nous, échangeons par mail, par téléphone, par visio, on peut venir vous voir, ça n'engage strictement à rien, et on vous donnera un avis sur ce qu'on peut faire ou pas donc, dans le cadre de vos projets et de vos activités. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Vous avez mes coordonnées ici. Donc, moi, je suis Benoît et j'ai donc la responsabilité donc, des activités Synco sur le territoire français et les pays limitrophes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, peut-être, comme on l'a dit en tout début de ce webinaire, peut-être que vous avez des questions. Et donc, je vais me permettre d'aller consulter le chat. Pardon. Alors, première question, j'ai la réponse. Hein. Allez-vous partager vos documents? Oui, c'est ce qu'on a dit effectivement en introduction du document. Donc oui, bien sûr, on partage le document. Vous aurez un lien donc, à l'issue du webinaire, à la fois pour récupérer donc, le PDF sur la présentation, et à la fois si ça vous intéresse d'avoir un replay sur la chaîne YouTube de Synco pour consulter le document. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Le temps de cliquer. Alors, on pose des questions, savoir s'il y a des limites à l'itération de la démarche d'amélioration continue. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est toujours plus facile de démarrer, puisqu'on voit des choses qui nous sautent aux yeux, et puis avec l'habitude, on progresse petit à petit, on va gratter, et on est en général assez content quand on arrive à mettre en place des actions qui sont vraiment de détail. Ça veut dire qu'on a
on a pris en compte déjà les plus grosses activités, ce qu'on appelle le quick win, et on vient vraiment gratter. Après, on va forcément atteindre une tangente, mais on va aussi être contraint à ce qu'un de mes clients appelle le PFH, le putain de facteur humain, vous me passez l'expression, parce qu'on a beau mettre la meilleure organisation en place, le meilleur système d'information, on aura toujours le facteur humain qui pourra intervenir et venir nous perturber. Et donc, dans ces cas-là, on va revenir remettre un plan d'action en place et puis essayer d'analyser donc à travers un arbre des causes et autres, de manière à pouvoir continuer à s'améliorer petit à petit, et puis donc à gratter encore et encore et encore, peut-être revenir sur une décision antérieure, mais en tout cas, on aura toujours quelque chose à faire. Quand bien même on a l'impression que c'est plus petit, on peut gagner aussi quelques pourcentages de satisfaction client en continuant cette démarche d'amélioration continue. En tout cas, c'est vraiment une philosophie que je vous invite à avoir dans votre entreprise. Alors, on a encore une question qui arrive. Est-ce que la plus grande difficulté pour réussir l'amélioration continue, ce n'est pas le manque de motivation ou la non-implication des collaborateurs? Alors, j'ai essayé effectivement d'appuyer sur le phénomène RH, et vous le reverrez en relisant de manière posée le document. Effectivement, c'est pas si il y a 3 personnes qui font l'amélioration continue dans un entrepôt de 50 personnes, elles vont vite s'essouffler s'il n'y a pas une dynamique et si tout le monde s'en fout, entre guillemets, passez-moi l'expression. Donc, il faut emmener tout le monde, il faut convaincre. Et la meilleure manière de convaincre les effectifs, les collaborateurs sur l'efficacité, c'est d'amener ces fameuses premières actions qui amènent de l'amélioration très vite et qui leur disent « Ah, bah si, il y a peut-être ici une méthode qui nous permet de faire progresser notre quotidien. » Et donc, il faut les emmener. Alors, attention aussi, quand on fait du pointage et du senseur, le chronomètre, on peut avoir des gens en face de nous qui jouent le jeu, normal, ils sont sereins, ils font comme ils font d'habitude. Puis, il y a des gens qui, au contraire, vont dire « Oh là, je suis chronométré, donc il faut que j'aille très vite. » Donc, on fausse les résultats puisqu'on va fausser la productivité. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont réagir plutôt en disant oh là, je suis chronométré, ça va devenir mes temps de référence, donc je vais y aller cool. Et donc, voilà. Donc, il faut à chaque fois, il faut qu'on mesure, il faut aller chercher la confiance des collaborateurs, il faut comprendre, il faut parler le même langage qu'eux et leur faire comprendre que c'est bien de remonter des informations, c'est bien de faire remonter des idées d'amélioration. Si on les met en place, il faut valoriser ces gens-là. Si on ne les met pas en place, il faut aller leur expliquer pourquoi on ne les met pas en place, parce que sinon, on va générer de la frustration. Donc, l'impact RH, l'impact managérial de l'amélioration continue est très important si on veut emmener tout le monde sur l'amélioration. Alors ensuite, j'ai une autre question, c'est comment initier la conduite du changement? C'est bien ça, hein, finalement, ça répond à cette question. C'est accompagner les collaborateurs, expliquer, comprendre, ne pas hésiter à enfiler les chaussures de sécurité, à mettre les casques, les lunettes et aller dans l'entrepôt, comprendre, manipuler, discuter avec eux. Et puis on n'est pas sur des gros changements entre guillemets où on va passer d'un chariot à un AGV ou un AMR. On est sur du changement, alors encore que on peut avoir des systèmes automatisés qui sont abordables aussi maintenant, mais on va plutôt être sur du changement sur la prise de conscience finalement de la valeur qu'on peut avoir à mener nos opérations au sein d'une organisation. Et donc, avec un principe j'explique bien ce qui se passe en amont de mon poste, j'explique ce qui se passe en aval de mon poste, je comprends les conséquences, je peux comprendre pourquoi quand je reçois des produits, il peut y avoir des anomalies, je peux comprendre l'impact de mes anomalies sur la suite. Quand on est dans un entrepôt où on a une équipe qui fait uniquement la réception du rangement et puis une équipe qui fait uniquement du prélèvement en rack, par exemple, pour alimenter des pickings. Si les deux ne discutent pas, à la limite, la réception, ils peuvent mettre les palettes n'importe où, ils s'en fichent.
parce que c'est pas eux qui iront les rechercher derrière. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler, il faut emmener les collaborateurs, discuter avec eux, de manière à pouvoir aller chercher une adhésion. C'est très très important, hein. Le changement, on l'impose pas, le changement, on l'explique et on l'accompagne. Voilà, alors c'est évidemment sur ces bonnes grandes paroles que je vais vous laisser, puisqu'a priori, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, mes coordonnées sont à l'écran, une adresse mail, une adresse, consultez le site web de Simco également pour en savoir plus sur nous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit, des projets, des envies, des ambitions, simple envie de partager et d'avoir un feedback par rapport à ce webinaire, n'hésitez pas. Merci pour votre participation. Au plaisir de vous avoir sur un autre webinaire ou avant d'ici là. À très bientôt. Au revoir.